Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Merci de nous rester fidèles. Nous allons à présent parler actualité internationale avec nos consultants. Je vais commencer par présenter Morgana Sogba-Metonji, consultant analyse géopolitique, expert en relations internationales. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. C'est un plaisir. Simpara Mahmadou Mfa, spécialiste des questions de gouvernance, de paix et de sécurité en Afrique, avec qui nous sommes en liaison depuis le Maroc. Bonjour. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Voilà, et Amzat Abdoulaye, consultant analyse géopolitique. Bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Voilà, nous allons peut-être commencer cette séquence en nous intéressant à deux faits pratiquement concomitants, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, des remaniements ministériels avec en Côte d'Ivoire, un nouveau venu, un ancien transfuge du PDCI qui a été installé au poste de Premier ministre avec un remaniement, on va dire, à la marge, quelques entrées, mais les poids lourds du gouvernement sont restés. Au Sénégal, reconduction du Premier ministre et candidat annoncé pour la succession de Macky Sall. Je vais commencer par vous, Simpara Mamadou Mfa. On a l'impression que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, Alassane Ouattara et Macky Sall restent les maîtres du jeu politique et entendent jusqu'à la fin de leur mandat rythmer et dicter quelque peu la suite des événements. Oui, merci beaucoup, cher François, pour la question. Je crois que comme dans l'un comme dans l'autre cas, il convient peut-être de poser, on va dire, quelques facteurs ou peut-être quelques décors et contextes qui entourent ou qui, comment dirais-je, qui contourent de manière générale un remaniement ministériel ou gouvernemental. D'abord, il y a en général, dans la plupart des cas, il y a trois raisons pour lesquelles, en général, ou bien plutôt trois facteurs à prendre en compte lorsqu'il est question d'un remaniement ministériel. Et dans l'un comme dans l'autre cas, que ce soit au Sénégal ou, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire, je crois que ce sont des éléments qui mériteraient d'être pris en compte. D'abord, le premier, c'est le moment choisi pour le remaniement ministériel, en l'occurrence. Et au Sénégal, le moment est très parleur, notamment seulement 4 mois avant les élections présidentielles du 24 février 2024. Donc, le moment choisi. Ensuite, la forme du gouvernement choisi. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un gouvernement technique ou politique, donc technocratique ou bien basé beaucoup plus sur une forme de consensus politique. Et ensuite, la portée du remaniement et son ampleur. Donc, dans l'un comme dans l'autre cas, la portée n'est pas pareille. Donc, par exemple, en Côte d'Ivoire, on parle d'un remaniement, on peut même dire gouvernemental. Donc, il s'agit, vu que la tête de l'exécutif, plutôt la tête du gouvernement est partie et que pratiquement l'ensemble, comment dirais-je, des ministres qui gardaient les postes régaliens sont restés sur place. Maintenant, alors qu'au Sénégal, si la tête de l'exécutif est passée, il y a eu des remaniements de certains postes où on parle dans certains cas même de jeu de chaises, comment dirais-je, où la ministre des Affaires étrangères quitte, comment dirais-je, les Affaires étrangères pour se retrouver au niveau comment dirais-je, du ministère des gardes-sceaux. Donc là, ça c'est des, comment dirais-je, des généralités pour ceux qui est dans l'un ou dans l'autre cas. Donc maintenant, concernant le Sénégal, moi j'aurais peut-être dans le cas sénégalais, j'aurais tendance à penser beaucoup plus à comment dirais-je, au terme de réaménagement ministériel plutôt que de remaniement ministériel. En vrai, il n'y a pas eu de remaniement ministériel. Il y a juste eu un réaménagement, on va dire, avec quelques chaises qui ont changé. Et aussi, et surtout, l'objectif est plutôt la mission. Comme le dit d'ailleurs lors du remaniement, on dit qu'il s'agit là d'un gouvernement de combat, un gouvernement de mission qui est, comment dirais-je, chargé de conduire le dauphin du président Macky Sall au pouvoir lors des élections du 24 février, en l'occurrence Amadou Ba, qui est et à ce jour aussi la tête de l'exécutif, la tête du gouvernement. Donc, ceci d'une part. Maintenant, d'autre part, il faut aussi, au niveau comment dirais-je, de la Côte d'Ivoire, il faut prendre en compte ce côté. Jusqu'à présent, le président Alassane Ouattara a été connu, on va dire, pour le résultat formidable
économiquement, on a beau dire ce qu'on peut, le résultat formidable, non seulement économiquement, mais aussi en termes de stabilité politique qu'il a pu générer. Mais jusqu'alors, il y a cet aspect, comment dirais-je, ou bien plutôt qui manque du projet libéral-social qui avait été prôné par Houphouët-Boigny. Donc aujourd'hui, le remaniement ministériel qui occure en Côte d'Ivoire, en tout cas en attendant de voir les retombées, répond, on va dire, à ce besoin de prendre en compte l'aspect social du progrès politique et économique qui a été réalisé depuis maintenant 2011, si on peut dire. Mangana Soumamentondi, sur cette même question, au Sénégal, Macky Sall a envie peut-être de donner toutes les chances à son dauphin. On parle même de gouvernement de combat, oui, directement positionné pour attaquer l'élection présidentielle à venir de front, alors qu'en Côte d'Ivoire, on a l'impression que, bon, Alassane Ouattara, quoi qu'on dise, est serein par rapport à l'avenir, n'a pas... attend de voir ce qui va se passer et rebat ses cartes pour, peut-être comme Simpara Mamadou le dit, donner un autre allant à l'équipe gouvernementale au vu des attentes des populations. Oui, tout ce que vous venez de décrire correspond sous un angle à ce à quoi on assiste. Mais il est important ici de rappeler que nous sommes dans un cadre politique et que le maître mot en politique, c'est la conquête du pouvoir. Donc, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun des acteurs politiques majeurs qui soit tranquille. Il prépare au fait la bataille ou la conquête du pouvoir qui est très prochain au Sénégal et aussi pas très loin en Côte d'Ivoire. Et quand vous regardez la sphère politique un peu partout dans les deux pays, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, commencez par le Sénégal, on voit ce retour plus ou moins intéressant de Sonko, normalement, qui est instruit par une cour de justice de Ziguinchor, qui dit qu'il faut que Sonko revienne dans sur la liste électorale. Sur la liste électorale. Maintenant, on a cette confrontation institutionnelle qui ne souhaite pas valider sa candidature. Donc, il y a des dynamiques assez importantes qui se déroulent dans le cadre politique sénégalais où la conquête du pouvoir semble ne pas être aussi facile qu'on l'aurait cru pour ce qui est du camp gouvernemental, sans compter les différentes défections auxquelles on a assisté dans ce même camp. Quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, oui, on peut avoir l'impression que tout semble assez paisible pour le camp présidentiel en Côte d'Ivoire ou le camp du président Ouattara, mais ce n'est pas réel. Il est aussi inquiet par rapport aux nouvelles dynamiques. La question d'un nouveau mandat. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Ouattara peut dire qu'il n'y aura pas de cas de force majeure aux prochaines élections ? Il y a réellement un dauphin en griffe qui sera capable de rallier le camp de M. Ouattara. Donc il y a toutes ces questions aujourd'hui qui font que chacun des acteurs majeurs, que ce soit le président Macky Sall ou le président Ouattara, sont en train de faire le calcul politique pour pouvoir atteindre les objectifs. Hamzat Abdoulaye, pour compléter la même question, on peut considérer qu'en Côte d'Ivoire, entre griffes, Alassane Ouattara boivent du petit lait, parce que Gbagbo étant, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, hors course, Bédié mort, quand bien même il y aura une succession, ce ne sera jamais la même figure, la même emprise. Donc à la limite, on va dire que le champ politique est quelque peu entre griffes, encore une fois. Il peut y avoir des cas de force majeure. La compétition, en tout cas le champ politique est quelque peu dépeuplé, on va dire, en termes de figure de proue pour Alassane Ouattara. Donc, je ne dirais pas qu'il soit sur pilotage automatique, mais les enjeux ne sont pas les mêmes si on compare il y a une année en Côte d'Ivoire. Oui, c'est un fait notable que vous soulignez. Alassane Ouattara est relativement plus à l'aise dans son fauteuil de président, encore plus qu'en face, il a très peu d'adversaires, sinon pas du tout d'adversaires. Déjà sur l'échiquier politique, quand vous prenez les partis politiques qui existent aujourd'hui dans le paysage politique ivoirien, c'est un désert en réalité. Il n'y a pas une véritable alternance, il n'y a pas une véritable opposition, ou si vous voulez, il n'y a pas une véritable
propositions qui aillent dans le sens contraire à Alassane Ouattara. Et ce que même les dernières élections ont révélé. révélé. Exactement. Et je pense que dans cette dynamique, Alassane Ouattara, c'est une bête politique. C'est un renard politique qui est capable de voir l'avenir. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut clarifier, c'est que vous avez là des régimes présidentiels ou semi-présidentiels. Donc, même quand il y a des remaniements aussi complexes ou complètes, ça ne crée pas le raz-de-marée qu'aurait donné lieu, par exemple, un remaniement dans un régime parlementaire. Ce n'est pas la même chose. Donc, oui, il y a un remaniement d'ailleurs très important, mais ça n'aura pas pour autant un impact, exactement, ça n'aura pas pour autant un impact sur le parti ou sur l'échiquier politique. Mais ça fait parler, évidemment, dans les médias, ça fait parler et beaucoup y vont de leurs prophéties par rapport aux prochaines élections qui ne sont pas pour demain, de toute façon. Mais ce qu'il faut retenir par rapport à la Côte d'Ivoire... Au Sénégal, c'est pas très loin. Oui, justement, c'est pour ça que je précise que le cas ivoirien est à séparer du cas sénégalais. Dans la simple mesure que le Sénégal ira aux élections en 2024, en février, et que le président, même s'il tient les rênes du pouvoir aujourd'hui, n'a pas pour autant toutes les cartes en main. Et ça s'explique par ce qui s'est passé il y a quelques mois, ça s'explique par le statut aujourd'hui de l'opposant numéro 1, Ousmane Sonko. Et il faut aussi préciser une chose très importante par rapport au cas du Sénégal. Certes, il y a eu remaniement, mais le président maintient aussi les rênes. Pourquoi je le dis? Pour plusieurs facteurs que je peux citer durant le débat. D'abord, premièrement, l'opposition n'a pas réussi à se constituer vraiment en force d'opposition réelle sur le terrain. L'opposition n'a pas réussi à trouver une stratégie pour élire ou du moins désigner un leader. Rendez-vous compte, nous sommes à quelques mois des élections, il n'y a pas une figure unique qui sorte du jeu de l'opposition pour quand même faire face au pouvoir en face. Donc ça, c'est un problème complexe qui pourrait, bien entendu, aller à l'avantage de Macky Sall. Et je finis là-dessus en disant, oui, il y a des remaniements, mais il faut retenir une chose, comme le dit une locution latine, sit por ratione voluntas. Ma volonté est ma raison, et surtout encore plus dans un régime présidentiel où les chefs d'État ont toutes les cartes à main pour faire passer leur volonté avant tout. Voilà, Simpa Mamadou, je reviens vers vous, comme je le disais à l'instant, à l'endroit de Hamzat Abdoulaye, on a quand même l'impression qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara soit dans une position un peu plus confortable. Je reprends le tableau. Monsieur Gbagbo n'étant plus vraisemblablement une menace, Bédié étant parti, les jeunes loups, on va dire Blé Goudé, consorts qui se cherchent encore, ayant réussi à phagocyter quelque peu un cadre comme un politique comme Afine Guessan. Donc on a quand même l'impression que Alassane Ouattara a réglé pratiquement tous ses problèmes. Juste si vous pouvez répéter la question, j'avais du mal à vous voilà, je disais qu'à contrario du Sénégal, qu'en Côte d'Ivoire, en termes d'adversaires politiques, Alassane Ouattara n'en a plus vraiment, étant donné que le président Gbagbo soit hors jeu et que le président Bédié n'étant plus de ce monde, que les Blé Goudé et consorts ne soient pas réellement au niveau. Donc, il est quelque peu aisé pour lui de gouverner tranquillement et il ne s'en prive pas. Oui, absolument. En fait, comment dirais-je, ces remaniements ministériels ou dans le cas sénégalais, comme j'aime à le dire, réaménagement ministériel a eu lieu, comment dirais-je, en même temps dans les deux pays, les enjeux et les ampleurs ne sont pas les mêmes. D'abord, au niveau sénégalais, comment dirais-je, il faut savoir peut-être, ou bien il faut rappeler le contexte dans lequel il a eu lieu. D'abord, c'est la toute première élection présidentielle dans l'histoire du Sénégal où le président sortant n'est pas candidat. Donc, où le président sortant n'est pas candidat, mais où il a la nécessité ou le devoir de maintenir, on va dire, son parti au pouvoir. Donc, à travers une nouvelle figure, en l'occurrence à la personne de Amadou Ba. Donc,
comment dirais-je, l'enjeu est de taille pour non seulement le pays dans son ensemble, mais aussi et surtout en particulier pour le parti au pouvoir. Donc, d'une part, d'autant plus que et ça c'est quelque chose qui diffère du Sénégal à la Côte d'Ivoire, c'est qu'au Sénégal, on va dire, c'est un pays où le processus politique est assez mouvementé, non seulement mouvementé, donc auprès, comment dirais-je, comment dire, de la population la plus jeune qui est majoritaire de manière générale, ou aussi comment dirais-je, un processus mouvementé même dans le nombre des candidats et des figures qui s'opposent, on va dire, au dauphin de l'actuel président. Peut-être la tâche aurait été, contrairement plutôt à la Côte d'Ivoire, la tâche aurait été plus, comment dirais-je, aisée pour le président Macky Sall s'il présentait, on va dire, s'il se présentait en la personne même, voilà, avec un bilan, avec, comment dirais-je, tout ce qui a été fait. Maintenant, ça, c'est d'une part au niveau du Sénégal. Maintenant, d'autre part, et actuellement, tout le défi pour le président Alassane Dramane Ouattara n'est pas tant de rester ou de maintenir son parti au pouvoir qu'on va dire d'apporter un changement au sein du parti. C'est un parti RHDP et DPS, c'est un parti aujourd'hui, RHDP plutôt, c'est un parti aujourd'hui qui a de la difficulté à se réinventer. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait justifié, comment dirais-je, la décision d'Alassane Dramane Ouattara de briguer un troisième mandat à la magistrature suprême. C'était la raison avancée, la stabilité politique aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, alors que les élections présidentielles, c'est dans pratiquement 2 ans, donc en 2025. Jusqu'à présent, on ne sait pas, personne ne peut dire qu'aujourd'hui, il y a un successeur à Alassane Dramane Ouattara. Personne ne peut présager, comment dirais-je, l'environnement politique avec des acteurs, comment dirais-je, qui peuvent émerger au sein de, comment dirais-je, dans les partis d'opposition comme au niveau de la majorité pour vraiment faire face ou faire figure, on va dire, dans le jeu, pour peser dans le jeu politique. Donc, contrairement, on va dire, au Sénégal aujourd'hui, le RHDP et en particulier et le paysage politique ivoirien en général est aujourd'hui sommé à se réinventer, une réinvention qui sera de longue haleine, d'autant plus que, comme vous les avez cités, quelques vétérans avec Bernard Konambe Dadie, avec, comment dirais-je, Laurent Gbagbo, donc, et Alassane Dramane Ouattara. Donc aujourd'hui, il y a une nécessité de réinventer et de rajeunir le paysage politique, mais chose qui relève d'une difficulté non seulement au niveau de la majorité, mais aussi et surtout au niveau, comment dirais-je, de l'opposition. Et aussi qui ne présage, on va dire, pas qui n'envoie pas de signes positifs d'ici 2025. Qui reste en toile de fond en Côte d'Ivoire. Autant au Sénégal, il y a un successeur désigné. On avait craint que sa désignation crée beaucoup plus de tumulte dans le parti. Il y a eu quelques démissions, mais globalement, la fronde a été contenue. On verra bien ce qu'il en sera les mois à venir, plus on se rapproche de l'échéance. Mais en Côte d'Ivoire, comme Simpara Mamadou vient de le dire, on se pose la même question. Même si c'est en 2025, qui prendra la suite d'Alassane Ouattara et c'est d'ailleurs pourquoi ces types de remaniements sont constamment un enjeu en Côte d'Ivoire. On se posait la question de savoir est-ce que le Premier ministre Hachi restera en poste. Est-ce que le Premier ministre que Ouattara choisira, est-ce que ce ne sera pas celui qui sera positionné pour la suite? Il y a ces questions qui agitent le landerneau politique ivoirien à chaque fois. Oui, c'est réel ce que vous venez de mettre en relief. Et il faut insister aujourd'hui sur le fait, c'est une autre lecture, que le président Ouattara a plus de soucis à se faire que le président Macky Sall.
parce que le paysage, et contrairement à l'analyse qui a été faite tout à l'heure au niveau du Sénégal, où on pense qu'il n'y a pas une figure d'opposition qui existe, mais il y a une figure d'opposition. Elle a juste été écartée un peu tôt par un concours de circonstances difficiles à clarifier, parce qu'il y a quand même des faits par rapport à la justice qui sont compréhensibles. Et de l'autre côté, donc cette figure est une figure qui a tellement d'influence, de capital politique apparemment au sein de la jeunesse, que cette jeunesse-là ne concevait pas une élection sans ce candidat-là au starting up. Mais de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, il y a des acteurs politiques, qu'on le veuille ou non, même la mort du feu Kona Bédié et la supposée inaptitude ou peut-être improbabilité de Gbagbo à faire partie des possibles candidats, ça ne règle pas la question du capital politique qui existe au niveau de ces acteurs-là et aussi de cette jeunesse au niveau de M. Blé Goudé, sans oublier Guillaume Soro, qui continue d'avoir quand même de l'influence et on ne sait pas exactement ce qui pourra se passer d'ici là. Sans oublier que Madame Gbagbo, Madame Gbagbo, pour ne pas dire Simone, oui, elle est aussi dans la course. Donc vous avez un paysage politique difficile à cerner en Côte d'Ivoire, contrairement au paysage politique qui existe au Sénégal. Donc, M. Ouattara, sérieusement, le président Ouattara, a plus de soucis en matière de calcul politique à faire que Macky Sall, qui aujourd'hui est carrément, il n'est pas candidat, mais les enjeux restent et demeurent difficiles à cerner. C'est la même question. C'est vrai que quand on se projette d'ici 2 ans, 2025, il est difficile de lire dans la dans le marc de café pour voir ce qu'il adviendra en Côte d'Ivoire de la succession de Alassane Ouattara. Oui, je pense qu'on a déjà fait ces lectures pour les dernières présidentielles et ça a été prouvé, surpris. pas surpris, mais ça a prouvé une nouvelle fois parce que tout le monde ne pensait pas les mêmes choses. On a vu la qualité politique que détient Alassane Ouattara. Qualité politique en matière de stratégie, qualité stratégique en matière de prévoyance. Et je pense que... Vous voulez parler de ce troisième mandat qui fait... Absolument. Il a pris tout le monde de court déjà et ensuite il a gagné, il a remporté ces élections avec brio. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas une alternance qui existe en Côte d'Ivoire. Ça, il faut être clair là-dessus. Mais ce sur quoi il faut être aussi clair, c'est par rapport à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a réussi à baliser le terrain politique en Côte d'Ivoire. Certes, son bilan aussi parle pour lui. Le bilan économique, le bilan social, le bilan culturel, tout ça joue en sa faveur. Ça, c'est un acquis pour lui. Ça, on peut l'entendre. Mais il ne s'agit plus de lui aujourd'hui. Il s'agit de la relève. Et en matière de relève, il faut planifier. Et il est le premier, depuis plusieurs années déjà, à mettre en place une stratégie, une ligne claire par rapport à l'avenir. Quant à savoir qui sera son dauphin, bien malin celui qui sera dans sa tête pour le dire. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'Alassane Ouattara sait très bien brouiller les pistes. Ce remaniement n'est qu'une autre façon de brouiller les pistes. Et ça, c'est le premier caractère, le premier atout d'un véritable renard politique. Bien entendu, si on revient dans des États comme le Sénégal, le Bénin, etc., où on peut voir des remaniements pour peut-être inculquer une sorte de changement. Au Bénin, on n'en voit pas. Bon, c'est vrai, on n'en voit pas, mais il y a quand même eu des têtes qui tombent. Il y a quand même des têtes qui tombent de temps à autre. Mais c'est pour dire, c'est le process. En démocratie, il arrive des moments où le chef de l'État veut balayer son équipe, mais enfin, à des fins stratégiques, à des fins politiques aussi, ça s'entend. Mais la Côte d'Ivoire est tellement spécifique, Alassane Ouattara est tellement spécifique que ce remaniement, en réalité, n'est qu'une carte pour embrouiller, en réalité, tous les experts ou tous les prophètes sur la question. Et je finirai là-dessus en disant... 2025, en réalité, n'est pas si loin comme on le pense. Non, ça vient très vite. Et quant à savoir le dauphin d'Alassane Ouattara, lisez dans les cartes, vous verrez très bien que ce dauphin est déjà choisi, est déjà désigné, et il attend que le bon moment pour ouvrir le voile. On va faire un dernier tour de table, mais sur une autre question rapidement.
je reste avec vous sur le Soudan. On sait que le monde est en crise, les conflits naissent de partout. Tout le monde aujourd'hui est focalisé sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Mais on a oublié que sur notre propre continent, en vase clos, les Soudanais s'entre-déchirent. Alors, pourquoi on ne s'en préoccupe pas plus? Ma question pourrait être aussi simple et triviale que ça. Alors, pour la simple raison que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, trois choses ont été mal gérées. La décolonisation, la chute du mur de Berlin et la mondialisation. Ces trois choses mal gérées ont occasionné justement la mauvaise gestion de cette crise sur la planète. Vous allez vous rendre compte que la solution de la puissance qui était la solution unanime à la sortie de la Deuxième Guerre, n'a pas marché. On a érigé des sociétés interétatiques, des sociétés multilatérales qui ont tenté des choses, mais en restant bloqués en 1945. Et nous sommes en 2023 et force est de constater que la gestion des crises, la question de la gestion, de la prévention des crises est un échec total sur toute la ligne. Il y a plus de conflits qu'il n'y en a jamais eu et plus on s'y attarde et moins il y a de solutions. Pour revenir sur le conflit au Soudan, ça dénote par ailleurs la chute de l'ONU, ou l'échec de l'ONU et des puissances autour qui auraient quand même pu trouver un début de solution, qui aurait quand même pu voir le danger venir et trouver de véritables solutions. Et vous allez constater le paradoxe aussi quand Omar el-Béchir, qui quand même est resté des décennies à la tête du Soudan sans qu'il n'y ait eu de conflit majeur, déjà ça il faut le souligner, c'est très important. Vous avez vu toute la communauté internationale applaudir, tout le monde applaudissait la fin ou la chute d'un dictateur sans comprendre qu'en amont, qui tenait quand même quelque chose, qu'il était assis sur une bombe, que sa dictature seule ne pouvait tenir. C'est seulement sa dictature qui pouvait tenir cela. Donc sa chute a occasionné tout ce qu'on voit aujourd'hui, la division et le drame. Le drame, c'est vraiment l'absence de proposition de solution, l'absence d'un regard, de faire les choses autrement. Et j'indexe, bien entendu, les forces impliquées à l'extérieur, à l'étranger, déjà en Afrique, qui n'en parlent quasiment pas. Dans les médias, ça n'existe plus l'information. Un blackout alors total. qu'à l'intérieur, c'est un véritable capharnaüm qui s'est installé à ciel ouvert à Khartoum ou ailleurs au Soudan. Et ça, c'est une chose dramatique auquel plusieurs chefs d'État, plusieurs spécialistes aussi devraient s'y pencher pour qu'on puisse espérer un début du tunnel. Simpara Mamadou, très rapidement sur cette question, le Soudan, tout le monde se contente d'observer, personne n'en parle, un blackout total. Comment on peut expliquer ce paradoxe? Alors, répétez, je crois que j'ai un petit problème de liaison. Blackout total, personne n'en parle, un carnage, on va dire, en vase clos, même sur le continent, l'Union africaine, on va dire, même le minimum syndical, on ne voit pas venir. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette relative indifférence? Exactement, il y a pas, je crois qu'il n'y avait pas de terme assez précis, comment dirais-je, pour vraiment, comment dirais-je, qualifier la situation ou ce qui se passe particulièrement au Soudan actuellement que de, comment dirais-je, un blackout. Aujourd'hui, comment dirais-je, l'évolution de la situation au regard, comment dirais-je, des zones de conflit, Khartoum et puis relativement Darfour et d'autres régions, et le conflit s'étend dans d'autres régions. Donc aujourd'hui, malgré, et ça aussi il faut le dire, malgré les engagements des partenaires, que ce soit multilatéraux, donc au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'ONU, avec la mission, il ne faut pas oublier qu'il y a une mission onusienne sur place depuis maintenant un moment. Ensuite, avec l'IGAD, avec, comment dirais-je, la Ligue arabe, il y a eu des initiatives, donc des initiatives au niveau multilatéral, mais aussi et surtout aussi, il y a eu des initiatives au niveau, comment dirais-je, des partenaires bilatéraux, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Éthiopie et même du Tchad. Donc,
puis dans une moindre mesure, comment dirais-je, d'autres partenaires occidentaux. Donc, il y a eu des initiatives, mais sauf que aujourd'hui, le conflit s'est inscrit dans une, comment dirais-je, dans une forme de vase clos où les deux, comment dirais-je, les deux généraux, en l'occurrence Abdel Fattah al-Burhan et puis et le général Hemeti, où les deux, comment dirais-je, soit d'une part ou d'une autre, ou dans un cas ou dans un autre, rejettent peut-être, comment dirais-je, la médiation proposée, soit par les partenaires multilatéraux, mais aussi par bilatéraux. Donc, aujourd'hui, le conflit a atteint une impasse où la communauté internationale, et c'est triste d'ailleurs, surtout au niveau de l'opinion internationale, où le conflit devient de moins en moins médiatisé et les gens en sont de moins en moins préoccupés. Exactement. Et surtout, comme l'actualité brûlante avec ce qui se passe en Palestine ou comment dire, dans les contrées du monde. Donc, ce qui fait l'impasse d'un conflit pas une forme de, comment dirais-je, de négociation, ou plutôt une forme de proposition de négociation et de négociation proposée par les partenaires aux deux généraux et leur impasse à parvenir à un agreement fait que le conflit, comment dirais-je, non seulement perdure, mais également les deux obtiennent des supports de part et d'autre, notamment exactement, voilà. Par exemple, Morgana Soba Metonji, très rapidement sur cette question pour finir. Oui, je dirais simplement que la raison pour laquelle on n'en parle plus est très simple, hein, ce sont les intérêts. Les enjeux que représentent Israël, Hamas, Palestine sont apparemment plus importants pour les acteurs majeurs des relations internationales que ce qui se passe entre les parties en grief au Soudan. Donc, ce n'est pas un problème de droit international. On a compris qu'il s'agit d'une question de relations internationales, intérêt, rapport de force. C'est aussi simple que cela. Voilà. Merci Morgana Soba-Metonji. On a royé un peu sur le temps qui nous est imparti. Consultant et analyse géopolitique et expert en relations internationales. Simpara Mahmadou Mfa depuis le Maroc, spécialiste des questions de gouvernance, de paix et de sécurité en Afrique. Hamzat Abdoulaye, consultant et analyste géopolitique. Merci pour vos éclairages des uns et des autres, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver dans quelques minutes pour le débrief de cette émission.